comment ça va? Ça va très bien, mon frère Jean Desdieux, Jado. Oui, voilà. Parce que l'AFC M23, vous savez que la frappe qui a tué Willy Ngoma, paix à son âme, c'était parce que l'AFC venait de lever, ça faisait 2 semaines que l'AFC avait levé le brouillage. Si. Ouais. Donc ils ont levé le brouillage, ouais. Ils ont levé le brouillage et Kinshasa en a profité pour traquer Willy. Juste pour 2 semaines. Oui, juste pendant 2 semaines. Le Burundi donc, a pris son parti de celui de Kinshasa parce que Félix renvoie beaucoup de millions d'argent directement à son homologue burundais. Vraiment particulièrement, je suis né à Goma, j'ai grandi dans l'Est de la RDC, j'ai 34 ans aujourd'hui, pendant 33 ans, je n'ai connu que de la guerre. J'aimerais que mes enfants grandissent dans la paix. On connaît le potentiel de chez nous. Moi, je vous dis, c'est très simple à voir. Mais Monsieur Katsouva, oui, aujourd'hui, il y a Washington, il y a Doha, récemment Genève, l'Union africaine, il y a d'autres AGVM, je ne sais pas. Il y a l'Union européenne, il y a l'ONU en soi. Tout ça, tous ces accords. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, tout ça, à part peut-être les accords de Washington, tout ça c'est du cosmétique. Tout ça c'est du politiquement correct. L'AFC M23 collabore avec plusieurs pays, que ce soit l'Inde, que ce soit tout ça. Parce que le matériel militaire qu'ils reçoivent, les renseignements, les trucs et tout ça, les collaborations, même le fait de voyager en Suisse et tout ça, beaucoup n'ont pas de passeports. Ils reçoivent des passeports, des visas or qu'on les donne ou bien des sauf-conduits qu'on leur donne et tout ça. Kabila a un rôle à jouer, qu'on le veuille ou non. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a commencé à 29 ans, très jeune. Il avait 5 ans de moins que moi. Je ne sais pas si j'aurais fait ce que lui il avait fait à l'époque. Le Katanga, en gros, et tous les restants du Katanga se ressentent lésés par ce pouvoir. Parce que aujourd'hui, tous les Tshisekedi, les Christian, le Thierry Tshisekedi, tous les frères de Félix Tshisekedi, Fabrice Tshisekedi sont devenus des milliardaires. Félix, sans diplôme universitaire, sans formation, il n'a jamais eu un travail qui dépasse 2500 €. Mais tu le vois aujourd'hui, il porte une montre qui coûte 325 000 € et des chaussures qui coûtent 200 000 €. Donc sa montre et ses chaussures, c'est directement la fortune d'Emmanuel Macron. Vous savez, la fortune d'Emmanuel Macron, c'est 525 000 €. Le fédéralisme pourrait être une solution. Mais vous savez, je vais vous étonner peut-être, mais la première constitution, c'est de Loulabour, conférait la RDC comme un État fédéral. Donc ce n'est pas une nouveauté. Le fédéralisme, on a toujours pensé que ça pouvait nous aider. C'est pour ça que même on est un pays fortement décentralisé, déconcentré, mais ça ne marche pas parce que Kinshasa continue à mettre une pression. Mais moi, je pense que le fédéralisme aiderait ce pays à avancer. Depuis 30 ans, on est oublié. On aurait pu demander, dire d'un côté on coupe et on laisse tomber. Mais quand on parle de diviser le pays, ce sont les gens du Nord qui sont le premier à dire non, on veut le rester. Même le Nord qu'on a pris Congo, c'est loin de chez nous. C'est que veut Félix Tshisekedi de Sabane, c'est juste rester au pouvoir. C'est son dernier mandat normalement. Mais le gars, il agit comme si c'était comme s'il n'avait jamais eu d'ailleurs même des mandats. Donc c'est pour 2 raisons différentes. C'est pour des raisons complètement différentes. Les FDLR, depuis des années, ils gagnent seulement en traitement, en exploitant les bois dans le parc du Virunga, ils gagnent 40 millions de $. Annuels. C'est une organisation bien structurée. Ils ont des représentations aux États-Unis, en Europe et partout. Ils sont dans plusieurs territoires. Parce que c'est ça là où on n'a jamais de la confusion. Ils disent, ok, les rapports disent que le Rwanda soutiendrait la FCM23. La FCM23 contrôle les Rutshuru. Et c'est là qu'il y a les FDLR. Pourquoi s'ils ne les éliminent pas? Mais les FDLR sont dans plusieurs territoires. Quand ça va arriver, quand on va tous se protéger, quand on sait que la menace de l'un est ma menace à moi, on va prospérer. Notre région va prospérer. Et je pense qu'on va y arriver. C'est nous, cette génération-ci, qui allons faire que ça arrive. Les frères, les Rwandais sont des frères, les Burundais sont des frères, les Tanzaniens sont des frères, les Kenyans sont des frères. Toute cette East African Community, les Soudan du Sud, tous ensemble. Et on va voir la puissance que nous allons devenir ici. BNB Kigali 89.7
FM. Chers amis, chers frères, de Kigali à Goma, de Bukavu à Rusizi, c'est une occasion très merveilleuse parce que je suis ici avec un ami de très loin. Je pense que d'ailleurs, il est ami à beaucoup de personnes à partir des réseaux sociaux. C'est un ami à moi. On s'est rencontrés hier. Je lui ai demandé de nous parler, d'avoir une interview avec lui. Mon frère Katsouva, je suis tellement ravi de vous accueillir sur cette petite table, surtout sur les ondes de BNB Kigali FM. Comment ça va? Ça va très bien, mon frère Jean des Dieux, Jado. Oui, voilà. Kigali me traite très bien. Je suis très content chaque fois que je suis ici. Et voilà, donc c'est un plaisir d'être reçu ici, c'est un plaisir d'avoir cet échange et de partager avec, comme vous l'avez dit, des amis qui nous suivront partout, sur les réseaux sociaux, sur les ondes, sur BNB. J'étais là au studio tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous faites du bon travail. Ah oui, merci beaucoup. Donc voilà, quoi, c'est avec très grande hâte que je vais avoir cette belle discussion et que je pense que c'est la première, mais pas la dernière. Donc je pense que ça ouvre une grande... Que ce soit la première, mais pas la dernière. Exactement. Voilà. Monsieur Katsouva, Oui. moi je vous suis comme tant d'autres sur les réseaux sociaux, surtout parlant de la situation du côté est de la RDC. Qui est Katsouva? Alors, Rodriguez Katsouva, c'est un jeune journaliste. Maintenant, j'ai 16 ans d'expérience parce que j'ai commencé en 2010. Et dès mes débuts, en fait, j'ai été très vite impliqué dans la question de la région, dans la sous-région. Au début, c'était plutôt culturel, donc j'avais pu très vite inviter des artistes de Tanzanie, du Rwanda et tout dans mes émissions que je faisais. Et plus tard, en fait, quand je me suis spécialisé après mes masters en France, je m'occupe maintenant plus de deux grands aspects. D'abord, le fact-checking, qui est ma spécialisation. Donc c'est la lutte contre les fake news sur les plateformes en ligne et dans la société, mais aussi les questions politiques et géopolitiques régionales, en tout cas dans toute la région des Grands Lacs. En tout cas, c'est un peu ça que je fais, c'est mon métier, je suis journaliste. Je forme aussi d'autres journalistes et depuis 2018, j'ai été parmi les premiers, en tout cas, à lancer le fact-checking en Afrique centrale et francophone d'ailleurs. Et après, on a formé des gens qui aujourd'hui aussi font le même travail. Et je pense qu'aujourd'hui, à 34 ans, je suis à l'âge où je commence à transmettre aussi à d'autres générations. Je commence à former aussi des jeunes qui vont prendre la relève parce que je voudrais qu'à 40 ans, 45 ans, je prenne ma retraite et que je m'occupe uniquement de la formation. Voilà. Une petite anecdote, Oui. mon frère. Oui. Comment va votre Mwami Kazi? Vous savez, ça fait maintenant, ça fait 19 mois qu'on est ensemble. Et Mwami Kazi va bien, c'est la reine. Et je suis content parce qu'en fait, j'ai vu que beaucoup de mes amis appelaient maintenant leurs épouses, leurs copines Mwami Kazi. Elle s'appelle Mugisha et je pense que ses parents savaient déjà qu'elle allait être très belle parce qu'on appelle son prénom c'est Mignonne. Et elle va très bien, c'est un point d'ancrage entre nous. On vit entre Kigali et Abu Dhabi, en tout cas les Émirats Arabes Unis. Et on est en train de penser peut-être à partir de juin de s'installer une partie aussi en Europe. Et voilà, elle va très bien, c'est ma Mwami Kazi, la Mwami Kazi Murugwanda. Voilà. Donc, mu Kinyarwanda Katsouva ni umukwe wacu. Yeah. Ah, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Ça nous va très bien. Katsouva, Oui. journaliste professionnel que vous êtes, poisson global, si vous permettez que je le dise. Goma Tracier que vous êtes. Exactement. Sur les réseaux sociaux, on vous accuse d'être 100% pro AFC 23. Et c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je suis 100% vérité. Ça, c'est ce qui pourrait me décrire. Mais je dois faire comprendre quelque chose, c'est que des fois, et dans l'humanité, c'est le cas, mais encore un peu plus au Congo, avoir raison très tôt, c'est un défaut.
Il y a eu des moments où, en tant que journaliste, grâce à mes sources, grâce au recoupage de l'information, j'ai été le premier à avoir certaines informations. C'est parfois triste, parfois bonnes. Et quand je les balançais, c'était par exemple que ce soit la prise d'Ouvira ou bien que ce soit la mort de Thierry Moimi, j'étais le premier parmi les premiers à le dire. Et les gens étaient là, comment tu le sais? Si tu le sais, ça veut dire que tu travailles avec la FCM 23. Thierry Moimi qui était d'ailleurs même paix à son âme, tué par un feu ami. Il a été tué par des collaborateurs. Donc quand on annonce ça comme ça, qu'on a la raison trop tôt, les gens n'aiment pas ça. Même la prise de Bukavu, parce que j'avais des contacts avec Bernard Biamungu, le numéro 2 de l'armée, qui disait on va prendre Bukavu dans 2 jours. J'ai dit bon, ils vont prendre Bukavu dans 2 jours. Pour moi, la question c'était surtout, moi je pense qu'en tant que journaliste, on a vraiment ce devoir-là de dire la vérité, peu importe ce que pense la majorité des gens, parce que vous savez, dans des situations aussi complexes, la vérité peut sauver des vies. Moi j'avais annoncé par exemple pour Bukavu, j'ai dit écoutez, achetez de la nourriture, gardez-les, restez calme à la maison. Si vous n'avez rien à vous reprocher, honnêtement, vous n'avez rien à craindre. Et voilà quoi. Et après, bon, aussi ceux qui ont des choses à se reprocher pourraient prendre leurs mesures pour partir. Parce qu'on avait vu comment Goma était tombé, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu, entre les pillages, entre tout ce qui s'est passé et la désinformation en fait. Vous savez que quand Goma est tombé, jusqu'à 3 jours après, Kinshasa ne le reconnaissait pas. Il y avait même les ministres de la Défense qui ne le disaient pas. Et il n'y avait pas d'Internet, on avait coupé Internet. Voilà, on avait coupé Internet. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant les heures qui ont commencé pour la prise, on a menti aux soldats. On leur a dit, on a menti à beaucoup de soldats en disant, voilà écoutez, on envoie des renforts, allez à l'aéroport de Mugunga par exemple. On a rencontré beaucoup de soldats qui étaient perdus, qui disaient, on cherche l'aéroport de Mugunga, parce qu'ils ne connaissaient pas Goma. On leur dit, mais à Mugunga, il n'y a pas d'aéroport, mais nos chefs nous ont dit d'aller là-bas. C'est là qu'on va retrouver les trucs. Et beaucoup sont tombés dans des embuscades, beaucoup ont pillé, beaucoup ont jeté leurs armes dans la population. Bref, ces mensonges-là autour d'une situation aussi essentielle, aussi sensible que la guerre, ça ne marche pas. Donc du coup, voilà, moi je suis ami des faits et je me souviens très très bien que récemment, à 3 ou 4 reprises avec certaines grandes autorités de la FCM 23, j'ai eu des problèmes. Ils m'ont dit, mais Rodriguez, là, tu nous frappes très fort et tout ça. Rodriguez, tout ne peut pas se régler sur Twitter. Pourquoi tu dénonces tout? Tu as nos numéros, appelle-nous. J'ai dit non, parfois, il faut comprendre que je ne suis pour aucun camp, à part le camp de la vérité et de la population. Parce que mon frère, et vous le savez, et particulièrement dans ces mois ici, c'est important de dire la vérité. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est Rodriguez Katsouva, un ami des réseaux sociaux, poisson global en matière de journalisme, qui aime trop la vérité, comme il vient de nous l'annoncer. Monsieur Katsouva, oui. Nous autres Rwandais que nous sommes, on nous accuse d'avoir une sympathie spéciale à la lutte à FCM 23. On a accepté de porter cette étiquette, mais vous autres qui vivez avec ce mouvement de AFCM 23, là à Goma, à Bukavu et d'autres parties, vous trouvez leur lutte motivée positivement. Tu ne peux pas gagner une révolution du genre sans avoir un motif bien fondé et positif et surtout général, dont toute la population bénéficie. La lutte à FCM 23 est fondée, d'après vous? Alors, moi, je vais donner une réponse selon les faits. Je ne vais pas donner mon opinion, je vais essayer de la garder pour moi. Mais je vais vous expliquer certains cas. Vous pouvez appeler, si vous avez des gens à Goma, à Bukavu, vous les appelez, vous leur demandez par exemple comment ça se passe côté sécuritaire, avant la prise et après la prise. Voilà. C'est le jour et la nuit. Combien de personnes exilées seulement pour leur faciès
seulement pour leurs opinions. Moi-même, j'ai passé 2 ans sans aller à Goma, simplement pour mon travail de journaliste. Donc pour toutes ces personnes-là, vous leur demandez qui sont revenus chez elles. Il y a eu même des Congolais qui étaient au Canada, aux États-Unis, qui sont retournés à Massissé, qui étaient très fiers de rentrer chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avant. Donc quand vous posez la question à ces personnes-là, vous allez voir par vous-même ce qui se passe. Il y a là maintenant, vous allez voir que Kinshasa, en tout cas Félix Tshisekedi et son cercle, ils ont relancé la question du changement de constitution. En fait, ils veulent passer à une 4e république, parce qu'aujourd'hui au Congo on est à la 3e république, et passer à une 4e république, cela voudrait dire que se remettre le compteur à 0. Donc après le 2e mandat de Félix Tshisekedi, 2e et dernier mandat qui s'arrête en 2028, si on passait à une 4e république, ça veut dire que le compteur tombe à 0, et Félix peut reprendre un nouveau mandat, et l'idée, ils veulent faire des mandats de 7 à 10 ans de manière indéfinie. Ce projet a été bloqué pendant 2 ans, parce que dès que Félix a été réélu en 2023, ça a été ça sa priorité. Il n'a plus pensé à rien d'autre. Il est parti même à Kalemi, au Katanga, en disant qui est celui-là qui va oser m'interdire, moi garant de la nation, de changer la nationalité, de changer la constitution, pardon. Et en fait, c'est l'AFC M23 qui a bloqué ça. Donc c'est quand la rébellion, quand le mouvement a avancé jusque Goma et tout ça, c'est là que le truc s'est stoppé. Maintenant, aujourd'hui, grâce au deal que Félix a signé, je dis bien Félix, par la RDC, parce que l'Assemblée nationale n'a pas été consultée, le Sénat n'a pas été consulté, le peuple n'a pas été consulté, il n'y a pas eu de débat public. Tous ces deals que Félix a signés avec les États-Unis d'Amérique aujourd'hui lui donnent un certain pouvoir. Et il se sent plus fort, et là il a relancé cette question. Donc pour moi, un mouvement qui a permis de bloquer un projet de changement de constitution, un mouvement qui a permis que des millions de déplacés retournent chez eux. Aujourd'hui à Goma, la nourriture elle est abondante, mais il n'y a pas d'argent parce que les banques sont fermées. En tout cas, Kinshasa a ordonné, la Banque centrale de Kinshasa a ordonné aux banques de fermer leurs guichets à Goma. Et c'est une sorte de prise d'otage de l'argent des gens comme arme de guerre. Ce qui est vraiment un crime économique et un crime contre l'humanité qu'on est en train de commettre. Donc un mouvement qui a bloqué ces projets-là, un mouvement qui a permis à des millions de personnes de rentrer chez elles, un mouvement qui permet une sécurité dans la ville, enfin, quelle pourrait être la réponse face à cette situation. Mais aussi, bon voilà, quoi, il n'y a pas que le tableau n'est pas que tout blanc, il y a aussi des revendications qui reviennent, de populations locales et tout ça, mais honnêtement, quand on voit le tableau qui est là et qu'on voit ce qui pourrait se faire, même la ville de Bukavu, il y a des gens qui ne reconnaissent plus la ville de Bukavu aujourd'hui. Bukavu, on pensait que Bukavu c'était Buchafu, parce que ça veut dire de la saleté en swahili, mais Bukavu c'est une ville qui est devenue propre parce que les gens eux-mêmes ont dit on va construire le Congo par nous-mêmes. Alors la question maintenant c'est à voir, en tout cas c'est aux gens de voir ce qui se passe. Mais je ne peux pas vous cacher, malheureusement, la vie elle est devenue un peu plus compliquée parce que les documents de voyage qui sont issus dans l'Est de la RDC sont refusés dans l'Ouest de la RDC. Les banques ne fonctionnent pas, beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés. Et pour ces Congolais-là, pour eux, même s'ils disent ok, on a la sécurité, mais si je ne suis pas payé, c'est parce qu'il y a cette guerre. C'est normal que ces gens-là se disent ah, voilà, moi je suis victime de cette guerre. Donc il y a quand même ce côté-là qu'il faut comprendre. Et Kinshasa ne veut pas lâcher. Je vous informe qu'aujourd'hui, que ce soit chez la SONAS, à la SNEL, Régie des eaux, tous les agents qui n'avaient pas pu quitter avant pour aller dans les zones, par exemple à Ouvira au Sud Kivu, pour le Sud Kivu, à Beni Butembo pour le Nord Kivu, ces gens ne sont pas payés. Leur argent, c'est des millions de dollars qui sont détournés à Kinshasa. Ces gens-là vivent mal. Même si ces gens-là ont la sécurité à Goma, mais ils vont à un moment dire c'est à cause de la guerre que je ne reçois plus mon salaire. Et voilà quoi. Donc il y a quand même ce côté qu'il faut balancer. Et voilà quoi. Et dans tout ça, en fait, les victimes, ce sont les populations lambda, les citoyens qui n'ont pas le choix, qui doivent rester à Goma et qui n'ont pas comment survivre. Ça, c'est une question quand même très cruciale. Montons un tout petit peu dans les hauts et moyens plateaux des Banyamulenge. Oui. Ils meurent comme des fourmis. Mais c'est fou. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Katou? En fait, et c'est ça la tristesse de cette situation, la tristesse de l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est comme si la communauté internationale n'apprenait pas de ses erreurs. En février dernier, à Goma, le 13 février si je ne m'abuse, il y a eu un drone qui a frappé
qui visait la résidence de Kabila et qui est tombé à côté et qui a tué une humanitaire française. Aussi. Tout le monde en a parlé. Tous les médias mondiaux en ont parlé. Une seule personne. Il n'y a pas de mort, on ne va pas hiérarchiser. Mais à Minembwe, les gens meurent tous les jours. Les drones décollent de l'aéroport Melchior Ndadaye, de Bujumbura. Et il y a un autre centre de commande à Kisangani et on pilonne aveuglément là-bas. Personne n'en parle. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est même triste, en fait, le sadisme de la situation, c'est que tellement AFC a fait des communiqués, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu, quand on dit densément peuplé, c'est comme pour se moquer. On dit encore demain, vous allez dire qu'on a bombardé des zones densément peuplées, densément peuplées. Pourtant, c'est vrai, ce sont des vies qui sont en train d'être détruites. Et c'est dommage parce que dans les cercles politiques nationaux, on a associé Minembwe, Banyamulenge au Rwanda. Et pour certains Congolais qui ne vivent pas cette réalité, pour eux, ce qu'on fait à Minembwe, on le fait contre le Rwandais, on s'en fout. Et l'opinion nationale, c'était face à ça. Mais il ne faut pas se taire. Il faudrait vraiment montrer ce qui se passe là-bas. Il faudrait continuer à en parler, même si la communauté nationale semble se taire. Parce qu'ils ont déjà fait ce genre d'erreurs. Tristement, il y a 32 ans, la communauté internationale a laissé des atrocités se commettre ici même sur cette terre où nous sommes, au Rwanda. Et la communauté internationale refait la même chose. Ce qui se passe à Minembwe, c'est exactement la même chose. Et ils regardent ailleurs. Ils regardent là où il y a les minerais. Parce que la RDC a offert aux États-Unis 26 sites miniers, dont Rubaya. Et c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les migrants qu'on ramène, alors que pendant qu'il y a des Congolais qui ne sont pas encore logés, on ramène des immigrés. Bientôt, ce sont les Afghans qui vont venir en RDC, les Afghans qui avaient travaillé avec les États-Unis contre les talibans et qui sont maintenant aujourd'hui au Qatar et qui ne peuvent plus rester là-bas, qui vont revenir au Congo. Bref, c'est triste ce qui se passe là-bas et il faut continuer à en parler. Il faut continuer à en parler, mais je voudrais dire un point important. Quand on en parle, disons les faits. J'ai vu à deux reprises certaines personnalités des hauts plateaux qui ont dit la vérité, mais qui ont illustré avec des vidéos et des photos d'ailleurs. C'est pour ça que je fais le fact-checking. Parce que quand tu lances un message vrai, mais avec des images fausses, on va dire que tout est faux. On avait pris des drones ukrainiens, on a dit voilà les drones qu'on vient de détruire à Minembwe et tout ça. Et ça, c'est dommage, parce que l'information, elle était vraie. Mais on n'est pas obligé, pour montrer l'intensité de ces massacres, à se tromper. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle tout le monde. C'est bien de dénoncer, mais voilà, quoi. Il ne faut pas donner aux gens qui sont anti la vérité. Voilà quoi, dire que voilà, vous dites qu'on a bombardé, mais ces images viennent de l'Ukraine. Moi j'ai vu, c'était Maître Moïse Nyarugabo, et il s'est fait démolir comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de rapporter du détail en disant, ben voilà, qu'on peut se tromper, mais la réalité, elle est là. Les populations sont là. Et la dernière attaque, il y a 2 jours, on a tué 4 personnes. Et le gouvernement et l'AFC M23 se rejettent la faute par ce qui s'est passé le 19 dernier, donc il y a 3 jours. On a tué au moins 4 personnes dans une attaque de drone. Parlons de rôle que jouent les pays de la sous-région. Le Rwanda, tout le monde dit le Rwanda est pro-AFC M23. D'ailleurs, notre gouvernement, notre chef d'État a dit j'ai de la sympathie pour la cause. Pour la cause. Si vous n'en avez pas, c'est pas de ma faute. Mais le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, pour aller très loin, l'Angola, le Sud-Africain, la Belgique, quitte la région, la Belgique, la France, les États-Unis, l'Union européenne, même l'ONU. Est-ce que quand vous analysez bien les rôles que jouent ces différents pays et ces différents organismes internationaux, ça apporte quelque chose de positif à la situation que vivent les gens de l'Est de la RDC? Oui. Bon, malheureusement,
il y a des intérêts mercantiles qui dépassent. Voilà. Moi, je sais, en tout cas, en toute logique, vu ce que le Rwanda a vécu et vu que ce qui se passe en RDC, déjà c'est compréhensible que le Rwanda ait cette sympathie pour la cause de la FC23. Écoutez, je vais vous dire, dans la sous-région, Paul Kagame, qui a, avec le FPR qui sont venus ici et qui ont mis fin au génocide contre les Tutsis, ils étaient depuis 30 ans en exil. Ils étaient depuis 30 ans en exil. Museveni, qui a pris le pouvoir en Ouganda, grâce aussi même à Paul Kagame, qui étaient des soldats qui étaient dans son armée, il était au Maki depuis des années. Kabila le père, il était au Maki en Tanzanie pendant longtemps, avant de renverser Mobutu et mettre fin à sa dictature. Donc, on sait très bien que quand il y a une idéologie, le temps n'arrête pas une crainte. Alors, les génocidaires qui sont en RDC, même si ça fait 32 ans, il y en a encore beaucoup qui pensent revenir, finir le boulot. Alors, quand un gouvernement ou alors une grosse puissance se permet de financer ces gens-là, alors que tout le monde sait que ce n'est pas parce que ça fait 30 ans qu'ils sont là-bas qu'ils transmettent cette idéologie à leurs enfants, aux nouvelles recrues qu'ils prennent et tout ça, c'est un danger. Et donc, si sécurisé, on a vu déjà, même au lendemain de la prise de Goma, déjà la frontière a ouvert. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, les documents de voyage qu'on avait de l'AFC-M23 de Goma nous permettent d'entrer au Rwanda et de voyager. C'est que le Burundi et la Tanzanie qui refusent les documents qui sont ici de l'AFC-M23. Ce qui veut dire que l'Ouganda collabore d'une manière ou d'une autre, parce que les documents qui viennent de là voyagent. Les documents de voyage de l'AFC-M23. La frontière elle est ouverte maintenant, aujourd'hui jusqu'à minuit. Voilà. Donc, je comprends. Donc, ce côté-là, ça peut expliquer un peu la sympathie. Et surtout, c'est les discours qu'on les voit, que le seul général de l'armée qui dit voilà, une femme voilà quoi, une femme tutsi, c'est une femme qui va te tuer, qui va avoir des enfants avec son frère, qui est perfide. Il y a des grands communicateurs du mouvement qui voilà, écoutez, tous les tutsis sont des criminels, il faut les tuer et tout ça. Donc, c'est normal que le Rwanda se rappelle de ce qu'ils ont vécu et qu'ils aient cette sympathie-là. Voilà quoi. Et puis, par après, quand tu as une grosse menace quand même, où on finance un groupe de génocidaires, la menace elle est réelle. Les attaques des FDLR au Rwanda sont là. Il y en a eu en 2023, en 2019. Donc ça reste une menace réelle. Et quand on a quelqu'un du pays voisin qui peut empêcher ça, qui peut permettre aujourd'hui, on voit les retours des FDLR. Il y a même des grands chefs qui étaient recherchés depuis longtemps, qui ont pu être capturés, qui sont revenus. Comme Gakwedede. Exactement. Donc c'est normal qu'il y ait cette sorte de... Mais aussi humainement, la haine qui est diffusée, on a commencé à avoir des scènes où on mange des humains. On a vu un policier, quand Bukavu est tombé, un policier qui était même de l'ouest du Congo, simplement parce qu'il était très élancé, il arrive à Uvira, on l'a tué, on l'a brûlé. Alors que c'était un Congolais 100% dit non, toi tu es trop élancé. On est en train de tuer des chauffeurs kenyans et somaliens. En Ituri. Tout à l'heure, d'ailleurs, ça fait quelques jours. Oui, exactement. Oui. On dit, toi, tu es un loné. Donc, ce discours-là, il est là. C'est normal que, normalement, tout humain doit avoir de la compassion et peut être compatissant par rapport à cette population-là. Mais maintenant, le Burundi. Le Burundi, c'est un peu, c'est comme les frères jumeaux de la RDC, parce que Félix a signé des partenariats entre présidents. Entre eux, ils pensent qu'ils sont tout permis. Pour que l'armée burundaise vienne en RDC, d'abord au sud Kivu, après ils ont été dans le Massissi aussi, où ils ont commis beaucoup d'exactions. Il y a des vidéos, des photos, ils faisaient porter leurs armes par des enfants, où ils ont abusé, où ils ont commencé à exporter des minerais, même ils ont dit qu'ils avaient découvert, comme par surprise, des gisements au Burundi de coltan, en prévision de coltan qu'ils ramenaient de la RDC. Et tout ça, on a vu ce que le Burundi a fait en RDC, et ils ont signé ces accords entre présidents sans passer par les assemblées. Le président burundais a envoyé des soldats au Congo sans avoir pu en parler à l'Assemblée, sans en avoir l'autorisation. Le Burundi donc, a pris son parti, de celui de Kinshasa, parce que Félix renvoie beaucoup de millions d'argent directement à son homologue burundais. Aujourd'hui, ils ont la tête de l'Union africaine. Et c'est triste, parce que quand on est à la tête de l'Union africaine, normalement, on doit jouer un rôle rassembleur. Il y a une ligne que l'Union africaine a entamée depuis 3 ans qui devrait être respectée. Mais comment est-ce que celui qui est à la tête de l'Union africaine, des drones décollent de son aéroport pour aller bombarder des gens, pour violer le cessez-le-feu? Ce n'est pas compréhensible. L'Angola a été déçu à un moment, parce que
en fait, l'accord qui a été signé aux États-Unis, cet accord, l'Angola l'avait déjà eu. On avait déjà fini en décembre 2024. Tout était déjà prêt. Et Félix a appelé Wagner, lui a dit à la dernière minute, non, je ne veux pas qu'on mette là-dedans négociation directe avec le AFCM. Non, mais il n'y a pas moyen que tout se finisse si vous ne parlez pas entre vous. Ce n'est pas possible. Félix n'a pas voulu. Alors, Joao Lorenzo se retrouve un jour, c'était en juin, je crois, le 18, il voit, non, le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont retrouvés au Qatar. Il dit, mais il a refusé autant de fois de venir ici. Maintenant, le voilà, il vient de partir là-bas. Et finalement, il y a les négociations aux États-Unis. Et tout ce qui avait été dit en Angola, c'est ce qui a été signé aux États-Unis. Surtout le côté CONOPS. Exactement. Le CONOPS, ils avaient déjà tout fini. Et le CONOPS, c'était 3 réunions qu'ils avaient fait principalement en Angola, puis à Goma. Et ils avaient conclu le CONOPS à Gisenyi, vous savez, avec Ndaiwel à l'époque. En fait, ce qui manquait côté Angola, un point seulement qui manquait, c'est le côté que le Rwanda exigeait que le problème soit traité de ses racines. Et le gouvernement de Kinshasa accorde l'OTAN à l'AFCM 23, oui, pour parler directement. C'était ça, oui, c'était le seul point qui manquait. N'est-ce pas ce qui se fait à Douala aujourd'hui? Oui, c'est ça, exactement, c'est là. Donc il y a eu une perte de temps, et puis par après, là encore, Félix est reparti en Angola pour essayer de refaire un truc à lui et tout ça. Mais là, maintenant, bon, là, ils sont repartis sur Douala, ils sont maintenant en Suisse. Et voilà. Et puis la Belgique, quand même, je ne sais pas si c'est la Belgique qui essaie de réparer ses erreurs, mais la Belgique aussi a pris une position, malheureusement, dans cette crise. Et ça, malheureusement, ça a mené à la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique. D'ailleurs, ça tombe bien parce que là, on est en train de faire le visa de Mohamed Kazi qui va visiter un peu mes résidences en Europe. Et c'est compliqué, il faut aller peut-être au Kenya ou alors aller à Dubaï pour faire les visas. Parce que le Rwanda a coupé les relations avec la Belgique et du coup, la maison Schengen ne fonctionne plus ici. Mais donc, c'est un peu ça. Et je crois que chaque pays a vu ses intérêts. Mais voilà. Et là, on est aux États-Unis d'Amérique, qui, c'est des capitalistes. On leur a montré, écoutez, vous prenez tout ça. Parce que le deal au départ, Félix était parti négocier. Je ne sais pas s'il se croyait dans un film, mais il voulait vraiment une intervention de l'armée américaine directement. Ou alors, à défaut des mercenaires qui viennent dans la guerre. Surtout contre le Rwanda. Voilà, exactement. Sauf qu'on lui a montré que ce n'est pas possible que nous les fassions. Et même avant que les États-Unis n'étudient sa proposition, les coulisses de ces négociations ont commencé en 2024. Félix est parti solliciter les États-Unis. Et les États-Unis ont boudé. Par après, on a envoyé 3 hommes d'affaires à Kinshasa. C'est à la fois hommes d'affaires et espions. On leur a dit, écoutez, allez leur dire ceci. S'ils libéraient tous les Américains qui sont enfermés dans l'affaire de coup d'État raté de Malanga à Kinshasa, ils libèrent ces Américains-là et là, on peut parler avec eux. Et directement, en 3 jours, à Kinshasa, on avait accepté de libérer les Américains. On les a libérés et là, les États-Unis, ok, on est prêt maintenant à parler. Mais les États-Unis ne peuvent rien faire sans le Congrès. Et le Congrès insistait pour qu'on respecte la constitution congolaise. Et donc finalement, les États-Unis ont commencé à en parler. Ils ont dit qu'on ne peut pas venir faire la guerre. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus, voilà, qu'aujourd'hui, il y a des choses un peu plus complexes à faire. Même si on est en train de voir que les États-Unis font ce qu'ils veulent, ils piétinent les droits internationaux et tout ça. Enfin, en tout cas, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils font la guerre en Iran, ils enlèvent un président au Venezuela, ils partent au Mexique. Enfin, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils voulaient même aller à Cuba. Bref, là, le Congrès a dit, écoutez, on ramène les négociations et ils ont repris en tout cas les brouillons. C'est comme s'ils ont fait seulement copier-coller de ce qui s'était fait en Angola. Voilà. Mais après, maintenant, et Félix l'a compris, il y a beaucoup de lobbyistes aujourd'hui et qui font du bon boulot, il faut le reconnaître, qui ont pu trouver à Félix Tshisekedi, qui coûte très cher, c'est des millions d'argent, qui ont pu trouver à Félix Tshisekedi un rendez-vous pour la breakfast prayer où il a rencontré Trump en tête-à-tête, qui ont pu recevoir des États-Unis qu'on ajoute dans les accords de Washington du côté RDC la collaboration militaire. On a vu les sanctions contre l'armée rwandaise, c'est un peu ça aussi, c'est aussi les demandes de Kinshasa, des lobbyistes. Et là, tout récemment maintenant, les lobbyistes sont en train d'essayer de faire accepter l'idée de changement de constitution. Donc ils essaient d'avoir la majorité des démocrates au Congrès
qu'ils soient d'accord. Parce que le Congrès américain est contre le changement de la Constitution. Mais même ça aussi, je pense que d'une certaine manière, il pourrait y arriver. Alors que les conditions ne sont pas réunies pour ni modifier, ni changer la Constitution, ni passer à la 4e République. Parce que les conditions sont claires dans la Constitution. Il faut que le pays soit en période de paix pour faire ça. Il faut que le pays soit unifié pour faire ça. Il faut qu'il n'y ait pas dans un endroit de pays qu'il n'y ait pas d'état de siège ni d'état d'urgence. Mais eux, ils veulent forcer là. Il y a 2 jours, André Mbata a demandé à ce que les responsables des partis politiques proches du pouvoir puissent réfléchir aux propositions. Quand ça a créé un débat, ça a fait beaucoup de bruit. Il a fait rétropédalage en disant non, c'est juste une consultation citoyenne. Mais normalement, là, la RDC ne peut pas changer les constitutions, ne peut pas modifier les constitutions, ne peut pas passer à la 4e République. Il faut une pacification d'abord. Mais je pense qu'il faut piétiner tout ça et essayer de passer en force. À moins que le peuple ne s'élève d'un seul coup, à moins que les Américains ne leur rappellent le respect de la Constitution, mais aussi à moins que la rébellion s'assure que cela n'arrive pas, comme ça a été le cas les 2 dernières années. Je suis avec Katsuva. Chers amis, chers frères, c'est un journaliste avec un très beau mais gros bagage du côté de ce qui se passe. Oui, ça me touche vraiment particulièrement. Je suis né à Goma, j'ai grandi dans l'Est de la RDC, j'ai 34 ans aujourd'hui, pendant 33 ans, je n'ai connu que de la guerre. J'aimerais que mes enfants grandissent dans la paix. On connaît le potentiel de chez nous. Moi, je vous dis, c'est très simple à voir. AFCM 23, ils ne sont pas parfaits. Ils ont essayé de réhabiliter la route de Massissi. Mais le semblant de paix qui est revenu, les récoltes ont été multipliées par 7. À Goma, la nourriture, elle est plus qu'abondante. Parce qu'avant, la nourriture, on produisait dans les champs, mais ça pourrissait parce qu'il n'y avait pas moyen de l'évacuer. Et quand on ne produisait pas, quand les gens qui vivaient dans les champs avaient fui et qu'ils étaient dans des camps de déplacés, ils ne pouvaient plus cultiver. Aujourd'hui, tout le monde peut cultiver. Même tous les villages dans le Rutshuru, ils le savent. Ils partent tranquillement chez eux. Moi, j'ai vu des Wazalendo les Wazalendo sont parmi les personnes qui étaient les plus virulentes contre l'FCM23. Mais allez à Rutshuru. Les Wazalendo se sont dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se bat contre ces gens? Aujourd'hui, à Nyamilima, par exemple, c'est bien structuré. Ça, c'est la zone d'M23, ça, c'est la zone de Wazalendo, et plus loin, c'est la zone d'FDLR. Personne ne vient déranger personne. Et en fait, un semblant d'équilibre précaire s'est installé. Les Wazalendo dit on arrête d'aller attaquer gratuitement, de se faire tuer gratuitement, parce qu'au final, ils sécurisent nos mamans. Ils sécurisent nos grands-pères qui sont au village à Nyamilima ou bien dans le Rutshuru, dans d'autres villages et tout ça. À quoi ça sert de continuer à faire la guerre? Donc, ils ont compris. Et la production a repris. C'est tout ce que les gens demandent, la paix, pour que les gens puissent manger. Et c'est tout. Et c'est simple. Oui. Et en fait, on a vu que c'était simple, en fait. Parce qu'en moins d'une année, on a vu les changements. Mais Monsieur Katsuva, aujourd'hui, il y a Washington, il y a Doha, récemment Genève, l'Union africaine, il y a d'autres AGVM, je ne sais pas. Il y a l'Union européenne, il y a l'ONU en soi. Tout ça, tous ces accords. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, tout ça, à part peut-être les accords de Washington, tout ça c'est du cosmétique. Tout ça c'est du politiquement correct. Parce que pour que Félix respecte vraiment des choses, c'est le rapport des forces. Tant que... Moi, par exemple, je pourrais croire en tous ces processus. Si par exemple, l'FCM 23 avec Kalemi et Kisangani, à ce moment-là, ils pourraient discuter d'égal à égal. Mais tant que c'est limité au nord et au sud Kivu, mais Kapen l'a dit. Le Katanga, c'est le Katanga, le poumon du Congo. Tant qu'ils n'ont pas pris le Katanga, on s'en fout, ils n'ont rien pris. Ils ont dit ça. On a vu même de Mouyaya lui-même qui a dit, écoutez, bon, ok, vous dites qu'il y a la guerre, mais la superficie de la RDC, c'est 2 345 410 km². L'est de la RDC signifie quoi? Oui, qu'est-ce que ça signifie le nord et le sud Kivu? Donc, ils ne prennent pas ça au sérieux. Tout ce qui est en train de se faire là, c'est gagner du temps, c'est la guerre d'usure. Ils vont arriver en 2028, Félix va dire, écoute, mon mandat était vraiment émaillé par la guerre et tout ça, on fait une transition, on fait un truc et tout ça, il se maintient au pouvoir. C'est uniquement le rapport des forces qui peut faire changer les choses. Oui, toutes les guerres finissent par la négociation, mais les négociations, en sachant que certains, c'est que tout le monde a à perdre. Parce que dans cette situation, en fait,
que ce soit FCM 23, bon, ils ont le nord et le sud Kivu, ils sont là-bas sur le statu quo. C'est la population qui est en train de souffrir parce qu'il y a ça, il y a ce blocage. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas avoir leur passeport, il y a beaucoup qui ne peuvent plus facilement. Je vous dis que ce n'est pas facile de sortir de Goma. Quand on a un nom, par exemple, on s'appelle Mouiza, on s'appelle Kabaïza, on s'appelle Mugish, enfin ce genre de prénoms. Tu vas à Kinshasa pour chercher ton passeport, tu vas te faire arrêter. Parce qu'il y a cette situation, on va dire tu es un espion, ça va être très facile de te l'accuser. Et il y a des gens qui subissent ça. Il y a des grandes entreprises qui ne fonctionnent plus, des ONG qui ont dû partir. Parce qu'elles ne peuvent pas travailler dans des zones de guerre. Et ces statu quo-là, c'est la population basse qui en paye, les banques qui sont fermées. Mais c'est qu'en t'écoutant, on pense que tu es d'accord avec certaines personnes en ce jour qui rapprochent au mouvement AFCM 23 en l'accusant que ceux qui normalement devraient se comporter comme un rebelle, ils se comportent aujourd'hui comme des patrons diplomates et que la lutte semble être aujourd'hui sur papier que sur terrain. Pour eux, ils disent que on parle de l'AFCM 23 parce que de Bunagana à Goma, de Goma à Bukavu, Uvira où on a quitté dans quelques mois, je pense 2 mois, Walikale où on avait primé, on a dû quitter. Parce qu'il y avait des intérêts sur la famine, oui. Il y a cette pression, surtout des USA, la pression est là. Tu es d'accord avec ces gens qui disent que la FCM 23 devrait parler par les armes, mais que par les accords oisifs, ou presque, pour certains. En fait, bon, c'est très complexe parce que faut comprendre que la guerre, il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Il n'y a que de perdants. Des gens meurent quand les villes tombent et tout ça. Il y a des Ouazalendo qui sont, par exemple, convaincus que ce qu'ils font, c'est pour le pays. Même s'ils sont mentis, même si ce sont le Willy Michik et tout ça qui se prennent de l'argent à Kinshasa au nom des Ouazalendo et tout ça. Vous savez que quand on libère, par exemple, je le dis de manière grossière, mais on libère 2 millions de dollars, par exemple, à Kinshasa pour faire une mission au Nord Kivu, par exemple, de Ouazalendo, il y a déjà 1,2 million qui reste à Kinshasa, dans des bureaux des officiers. On a libéré 2 millions, déjà 1,2, ça reste. Ça veut dire 60% reste à Kinshasa. On envoie 40%. Les 40% qui arrivent au chef-lieu, on prend aussi 20% qui restent. Ça reste entre le gouverneur des militaires, il se partage avec ses amis, trucs, tout ça. On envoie aux autres officiers, les 20% qui restent. Dans les 20% des officiers, tout ça se partage 10% ou 15%. Et à la fin, les Ouazalais ne vont toucher 5%. Et c'est tous ces groupes-là. Et après, ils viennent, on leur donne à chacun 100 $, 100 $, 100 $, on leur dit, ok, allez attaquer Kavumu, allez attaquer comme ça. On les donne 100 $, 100 $, plus de la drogue, ils vont, ils se font tuer, tout ça. Et ils montrent sur les médias, voyez, depuis ce matin, Kavumu, des attaques, mais c'est des gens qui se font tuer gratuitement. Et eux, à Kinshasa, ils justifient 2 millions de dollars. Pourtant, ce qui est arrivé, c'était peut-être 300 000 ou bien 200 000 $ ou 100 000 $ en fait. Donc, c'est ça. La question de la guerre, il n'y a que des perdants. Alors, l'AFCM 23 ne peut pas non plus agir comme un fou, un voyou fou, parce que les États-Unis, on a vu comment les États-Unis ont fait au Venezuela, on voit ce qu'ils font en Irak, on voit les niveaux de renseignements qu'ils ont. En fait, Trump qui dit que Trump peut très bien dire, écoute, vous voulez me foutre la honte, je viens, j'envoie l'unité Delta Force, parce que c'est l'unité américaine qui est spécialisée dans des actions de courte durée mais rapides. Ils peuvent très bien envoyer, je crois qu'ils peuvent se permettre d'avoir toutes les grosses têtes de l'AFCM 23 en quelques temps. Donc c'est pour ça que les États-Unis, vu qu'ils ont décidé d'agir comme ça, donc ça aussi c'est une pression. Il ne faut pas penser. Moi je m'étonne quand les gens disent par exemple que le soutien de l'AFC serait un seul pays. L'AFCM 23 collabore avec plusieurs pays, que ce soit l'Inde, que ce soit tout ça. Parce que le matériel militaire qu'ils reçoivent, les renseignements, les trucs et tout ça, les collaborations, même le fait de voyager en Suisse et tout ça, beaucoup n'ont pas de passeports. Ils reçoivent des passeports, des visas or qu'on les donne, ou bien des sauf-conduits qu'on leur donne et tout ça. Ils ne peuvent pas bafouer ce que tous ces pays sont en train de donner. Donc d'une part, ils sont obligés de jouer les jeux de la négociation, parce que c'est ça le politiquement correct. Ils ont toujours demandé la négociation depuis Bunagana. Mais Katsoufa jusqu'à quand? C'est ça le problème, c'est ça. Et après,
Voilà quoi, moi je suis aussi, c'est ça aussi qu'il faut reconnaître que parfois, il y a des questions tellement hautes qui dépassent. Moi, je me dis personnellement, il y a les vidéos qui existent, je m'étais impliqué personnellement en tant que journaliste, j'ai démontré dans des salons diplomatiques, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, en France, partout, en Union européenne, auprès des AFC, j'ai montré, si vous quittez Uvira, c'est un danger pour les communautés locales, pour les gens qui ont démontré le soutien. Et j'avais dit que je vais utiliser tous les moyens, tous les rapports que j'ai en tant que journaliste, de montrer ce qui pourrait arriver, mais ça n'a rien changé. Les États-Unis ont mis la pression, ils sont partis. Donc on est un peu impuissant, on ne peut pas comprendre ce qui se joue au niveau haut, mais ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'il y ait vraiment une fin, enfin, qu'il y ait finalement une fin. Parce que ce statu quo, il nuit à beaucoup de gens. Il y a des gens à Goma qui n'ont plus rien. Plusieurs semaines, plusieurs fois, je suis allé donner de la nourriture à des familles, on a donné des petits, des on t'a vu même dans des actions humanitaires. Exactement, on est obligé. Et quand tu vois les personnes qui viennent les prendre, c'est des gens vraiment qui avaient une vie avant. Mais ils disent, on ne peut plus travailler parce que, à cause de cette situation. Beaucoup d'ONG ne peuvent plus envoyer l'argent à Goma parce que c'est sous... voilà quoi, la plupart des chefs de l'AFC M23 sont sous la sanction des États-Unis. Donc, les gens souffrent. Il faut une solution. Mais le problème, c'est que Kinshasa fait une mauvaise foi, il faut le reconnaître. Il fallait libérer 1000 prisonniers de l'AFC M23. En échange, M23 s'était retiré de Walikale. C'était depuis longtemps. Aujourd'hui, Kinshasa a accepté seulement pour 311. Vous savez que les soldats, les gens qui sont enfermés à Kinshasa pour le compte de l'AFC M23 commencent à pleurer aujourd'hui. Ils disent, on avait déjà les jetons, le CIC nous avait déjà enregistré, on savait qu'on allait partir. C'était environ 1000 personnes. Maintenant, aujourd'hui, on voit que ça va être 300 personnes qui vont quitter. Maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on sera vivant jusqu'à là-bas? Parce qu'on est torturé dans les prisons aussi et tout ça. Donc, il y a énormément de gens qui souffrent de cette situation et c'est triste. Il faut une solution rapide. Et cette solution rapide, ce serait uniquement si les deux côtés respectent chacun ses engagements. Parce que les engagements qui sont en train d'être trouvés sont des engagements vrais, qui peuvent aider. Dans les engagements, les 8 protocoles qu'ils ont signés, il y a la rouverture des banques. Il y a la rouverture de l'aéroport de Goma, mon ami. Je pense que vous avez déjà été à Goma plusieurs fois. Si. La viande. Vous savez qu'à Gisenyi même, Gisenyi, chaque jour, on tuait 100 bêtes, les vaches. 90 allaient à Goma. Dans les 90 qui allaient à Goma, il y avait au moins 20 qui restaient à Goma et 80 qui allaient à Kinshasa. Quand la guerre a commencé, ils sont descendus à 20 vaches seulement qu'on tuait à Gisenyi. Donc, ces frettes-là faisaient vivre des gens, que ce soit à Gisenyi, que ce soit à Goma. À Goma, les gens envoyaient des patates douces, des pommes de terre et tout ça à Kinshasa. Il y avait des manutentionnaires à Kinshasa. Il y avait des gens qui travaillaient pour les fret, les cargos. Il y avait des compagnies aériennes. Toutes ces personnes-là n'ont plus de boulot aujourd'hui. Comment vivent ces personnes? Les agents de l'État qui étaient là-bas, les agents de sécurité. Donc cette situation, quand même, elle affecte des vies. On aimerait qu'elle s'arrête. Mais le problème, c'est que c'est le respect des deux côtés. Parce que l'AFC M23, vous savez que la frappe qui a tué Willy Ngoma, paix à son âme, c'était parce que l'AFC venait de lever, ça faisait 2 semaines que l'AFC avait levé les brouillages. Si. Ouais. Donc ils ont levé les brouillages, ils ont levé les brouillages et Kinshasa en a profité pour traquer Willy. Juste pour 2 semaines. Oui, juste pendant 2 semaines. Donc maintenant, dites-vous, s'ils rouvraient l'aéroport, parce que vous savez, les avions ont qu'on appelle des transcodeurs. Si. Et ça, chaque avion a ces signaux-là qu'il envoie. Ce qui permet que sur des sites comme Flight Radar, on peut suivre chaque avion. Alors, il est possible de prendre un drone et de lui donner une fausse signature d'un avion civil. On dit que c'est CAA qui arrive, mais en fait, c'est un drone. Et ça arrive, ça bombarde des gens au Goma. Donc, vu qu'il n'y a plus cette confiance-là, c'est impossible que l'aéroport, par exemple, soit réouvert, alors que c'est un besoin vital. De l'autre côté aussi, à Kinshasa, on s'est dit, bon, Félix a vu ce qui s'était passé quand il avait libéré Biamungu et Bernard, je crois. Et ces 2 officiers de l'AFC M23 qui étaient condamnés en 2014. Et même les Makenga étaient à Kinshasa à un certain moment. Oui. Il y a eu une délégation, bien sûr, pendant les 14 mois et tout ça. Mais Félix, quand Félix a libéré Bernard Biamungu, 2 ans après, Biamungu s'est retrouvé, c'est lui qui a pris Massissi, c'est lui qui a pris Goma. Donc, il s'est mordu les doigts. Jusqu'à Bukavu. Aujourd'hui, il s'est dit, est-ce que si j'ai libéré d'autres personnes affiliées, est-ce que ça ne va pas renforcer la rébellion? C'est pour ça qu'il refuse
de libérer les 1000 personnes. Mais aussi parmi ces 1000 personnes, il y a aussi beaucoup qui sont déjà mortes. Donc, certains même disent que même Masunzu était au point de rejoindre les siens. Certains disent que c'est pourquoi il a été rappelé à Kinshasa, c'est ça. et tout ça. Mais en parlant de ces gens, de ces têtes très importantes, que tu le veuilles ou pas, M. Kabila, c'est l'ex-président de la RDC. Aujourd'hui, il est sous les ailes de la FCM23. Oui, sous la protection. Oui. Et c'est ça. Est-ce que cela représente quelque chose? Oui, bien sûr. Ils ont été ennemis hier et aujourd'hui ils sont unis pour une cause commune. Kabila a un rôle à jouer, qu'on le veuille ou non. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a commencé à 29 ans, très jeune. Il avait 5 ans de moins que moi. Je ne sais pas si j'aurais fait ce que lui il avait fait à l'époque. J'ai rencontré Louis Michel. Je vais vous envoyer les photos peut-être pour l'illustration. Le Belge. Le Belge. C'est lui qui a montré Joseph Kabila au monde entier. C'est lui qui le premier l'a amené aux États-Unis. J'ai eu une interview avec lui et lui-même il m'a dit ce qui s'était passé entre lui et Kabila. Kabila n'avait que 29 ans. Il a réussi à réunifier le pays. Donc il a une expérience. Ceux qui essayent de dire que Kabila est le chef de la FCM, ils se trompent. Kabila est une entité à lui seul. Kabila, ancien président, c'est une entité à lui seul. Mon analyse à moi, c'est qu'il a un rôle à jouer, qu'il peut avoir encore un rôle à jouer. Pourquoi? Il a déjà pris le pouvoir, il a cédé. Donc si on arrivait par exemple à des accords, on dit ok, on fait une transition sans Félix Tshisekedi, on met un président civil, le peuple serait d'accord qu'on mette Kabila. Kabila pourrait faire l'unanimité Est-Ouest. Il dirige la transition, 1 année, 2 ans, 3 ans, on réorganise les élections et il repart. Donc, ça pourrait être le rôle qu'il pourrait jouer. Moi, c'est ce que je pense. Mais le voir comme un chef de rébellion, que c'est lui qui finance la FCM23, alors que ses finances sont très poursuivies. Même, vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, le gouvernement congolais est en train de traquer les comptes qui pourraient être d'une manière ou d'une autre liés à Joseph Kabila et tout ça. Il est traqué de partout. Et même les réunions qu'il est en train de faire là, il a fait une réunion à Harare. Et on a dû mentir, on a brouillé le piste en disant que c'est en Afrique du Sud. Parce que même lui, il sait très bien que pour sa propre sécurité, si on a déjà commencé à l'attaquer par des drones, on peut très bien lui faire du mal. Mais il ne peut pas, voilà, c'est pour ça qu'il a sa plateforme, il a cette plateforme Sauvons la RDC, où il va jouer sa partition en tant qu'entité. Mais je ne pense pas que, voilà quoi. Mais je peux me tromper aussi, hein. Je n'ai pas la science infuse. Mais moi, je sais que Kabila ne peut pas se compromettre comme ça. Il est respecté en Afrique du Sud, il est respecté en Namibie, il est respecté par la communauté internationale. Il est toujours consulté par tous les 5 médiateurs de l'Union africaine sont venus voir Kabila ou bien l'ont invité pour avoir son point de vue. Et il garde tout ça parce qu'il n'est pas de la rébellion. Il a été condamné, il n'y a eu aucune preuve. Mais quand même, c'était condamné à mort. Oui, il a été condamné à mort, injustement. Et tout le monde était étonné, même le Togo. Le Togo était sur le point même de quitter les négociations parce qu'ils se sont dit, mais ça, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Mais cette condamnation, c'est aussi une monnaie d'échange pour plus tard. Kinshasa dira, écoutez, parce que c'est aussi parmi les blocages aujourd'hui, de Kinshasa, on a dit, lever les condamnations à mort de nos dirigeants. Et Kinshasa a refusé. Et AFC aussi a dit, bon, dans ce cas, nous, on n'ouvre pas non plus l'aéroport. Donc c'est devenu juste une monnaie d'échange, en fait, cette condamnation de Joseph Kabila. Et MDKC, début Katanga, ça représente quelque chose? Bon, une fois de plus, donc je vais le redire, pour moi, la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui meurent. Et cette milice-là qui a commencé, mais vous avez vu, ils ont tué des gardes-parcs. Moi, j'ai dit, hein, j'ai fait des tweets où j'ai dit, écoutez, arrêtez ces personnes. Ils sont partis à Lupemba, ils ont tué des conservateurs qui n'ont rien demandé. Ça ne sert à rien d'enlever des gens et de les tuer comme ça et tout ça. Et après, essayer de s'ennoblir dans la lutte, mais vous avez tué des innocents. Quel va être le lendemain et tout ça? Mais il faut savoir que le Katanga, c'est ça. Le Katanga, en gros, et tous les restants du Katanga se ressentent lésés par ce pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, tous les Tshisekedi, les Christian, le Thierry Tshisekedi, tous les frères de Félix Tshisekedi, Fabrice Tshisekedi sont devenus des milliardaires. Des milliardaires ou multimillionnaires. Maman Marthe Kisalou, bientôt 90 ans je crois, elle est aussi milliardaire à ces jours. Parce qu'ils ont pris toute
les mines qui existaient au Katanga. Et les Katangais, ils voient très bien les minerais partir, ils voient comment la famille Félix s'enrichit au détriment des Katangais. Certains même disent que ce conflit est très ancien des Katangais contre Baluba joue son rôle aussi là-bas. Certains pensent qu'ils prennent leur revanche. Mais il faut le dire aussi, il y a tous ces officiers qui sont arrêtés et tout ça. Toute cette injustice contre le Katanga, les gens ne sont pas contents. Vous ne pouvez pas venir juste tirer les minerais dans une province et ne pas la construire. Vous savez que Kalemi, Kolwezi, on est bien, on a vu l'aéroport et tout ça, on est content. Mais ailleurs, allez voir comment il n'y a pas de route. Lui, voilà, il avait Louvou, je ne sais pas, il faut que je revoie ça. Mais d'où passent les minerais? Mais c'est de la poussière, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et les gens sont laissés, ils disent, mais comment ces gens? Vous savez que toute la famille de Félix Tshisekedi, moi j'ai fui en Europe. Seules les personnes ultra spécialisées peuvent gagner plus de 2000 euros par mois. Donc le salaire moyen est autour de 2000, 2200, 2400. Félix, sans diplôme universitaire, sans formation, il n'a jamais eu un travail qui dépasse 2500 euros. Mais tu le vois aujourd'hui, il porte une montre qui coûte 325 000 euros et des chaussures qui coûtent 200 000 euros. Donc sa montre et ses chaussures, c'est directement la fortune d'Emmanuel Macron. Vous savez, la fortune d'Emmanuel Macron, c'est 525 000 euros. Toute sa fortune. Il a une maison vers la Corse et tous ses biens. C'est tout. Mais ça ne représente même pas le 1/3 du salaire de Félix Tshisekedi mensuel. Alors comment vous pouvez avoir un grand président comme Emmanuel Macron qui, toute sa fortune ne représente même pas le 1/5 mensuel de Félix. Alors que Félix, qui n'a pas d'études, qui n'a pas étudié, qui n'avait jamais touché 2000 $ de sa vie, se permet de porter des montres comme ça. Donc quand on voit ça, c'est des détournements, mais en plus, mais honteux. Que ce soit Maman Marthe, que ce soit tous les frères de Félix Tshisekedi qui tous ont arrêté les études, n'ont pas voulu continuer les études après 85. En fait, tous sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Donc, les Katangais, ils voient ça et ils disent que c'est injuste. On aimerait juste qu'on construise des routes. Les minerais viennent de chez nous. Construisez-nous des routes, mettez la sécurité et tout ça. Et donc c'est pour ça que ce mouvement s'est créé en pensant qu'il va avoir la sympathie du Katangais. Malheureusement, je ne cautionne pas ce mouvement, personnellement. Mais Katsouva, oui. Tout ça, tout ce qu'on vient de parler pendant presque une heure, engendre beaucoup de différentes théories. Pour certains, surtout les Kinois, les pro-Tshisekedi, ils disent que le Congo doit rester un et indivisible. Pour les autres, surtout côté les katumbistes, comme on le dit, pour eux, se sont déjà prononcés, le fédéralisme nous ferait du bien. Que le Congo reste un, mais qu'on respecte aussi une certaine autorité pour les États différents du Congo. Kabila lui-même, récemment, a avancé en termes de la soudanisation. Oui. Il a exprimé des inquiétudes. Il a dit qu'on risquait une soudanisation. Il ne disait pas qu'il le voulait. Il a juste dit que c'était ça. Selon sa lecture, la balkanisation c'était peut-être loin et qu'on risquait plutôt la soudanisation. Voilà. Il présentait ses inquiétudes. D'après vous, en analysant cette situation, ça va bientôt faire 5 ans de Bunagana à Bukavu. De Saramboué. De Saramboué, disons. Goma est là sous la protection de l'AFC M23, de même que Bukavu. Ils ont montré qu'ils peuvent arriver jusqu'à Walikale. Ils ont montré qu'ils peuvent arriver jusqu'à Uvira. Kalemi, Baraka, Kisangani leur ferait du bien pour certains. Ituri, déjà meurt. Béni, là-bas. D'ailleurs, il n'y a pas de solution rentable jusqu'à aujourd'hui. Alors, d'après vous, quelle serait la solution finale pour que cette partie est de la RDC soit sécurisée pour de bon? Oui, et à part même être sécurisée pour que la partie se développe. Vous savez, l'élan du développement qu'il y a dans l'Est de la RDC, ça a un élan fantastique. Butembo, les gens à Butembo sont partis à Dubaï et au Singapour depuis longtemps. C'est une ville commerciale où on brasse des millions et des millions.
Goma, comment la ville se développe malgré les éruptions qui se sont passées, 3 éruptions depuis les années 70. Mais Goma s'est reconstruit. Le fédéralisme pourrait être une solution. Mais vous savez, je vais vous étonner peut-être, mais la première constitution, c'est de Lulabour, conférait la RDC comme un État fédéral. Donc ce n'est pas une nouveauté. Le fédéralisme, on a toujours pensé que ça pouvait nous aider. C'est pour ça que même on est un pays fortement décentralisé, déconcentré, mais ça ne marche pas parce que Kinshasa continue à mettre une pression. Mais moi, je pense que le fédéralisme aiderait ce pays à avancer. Et nous tous, on tient encore à l'unité. Parce que si c'était diviser ce pays, ce sont les gens du Nord Kivu et du Sud Kivu qui l'auraient demandé en premier. Pour avoir un passeport au Nord Kivu, au Sud Kivu, tout vient de Kinshasa. Un jeune entrepreneur veut créer son entreprise, il faut avoir l'autorisation à Kinshasa. Tout ce qu'on doit faire dépend de Kinshasa. Et Kinshasa, c'est à 2000 km de chez nous. On n'a jamais pu ramener des solutions à la porte de chez nous. Depuis 30 ans, on est oublié. On aurait pu demander, dire à côté on coupe et on laisse tomber. Mais quand on parle de diviser le pays, ce sont les gens du Nord qui sont les premiers à dire non, on veut le rester. Même le Nord qu'on a pris Congo, c'est loin de chez nous. C'est loin de chez nous, mais on a accepté d'être. Parce que notre hymne le dit, le Congolais, on a été unis par le sort. Ça a été dessiné à la carte, comme ça, ils ont dit, ok, bon, je te laisse comme ça, je passe comme ça, je passe comme ça, je passe comme ça. Et après, à Kinshasa, il dit, ok, je dois avoir un accès au fleuve. Allez, je prolonge, piouf, il a fait ça, il a fait le Congo central, il est parti comme ça et tout ça. C'est comme ça que ça s'est dessiné. Les frères d'aujourd'hui sont devenus, un est devenu congolais, l'autre est devenu rwandais. Moi, mon peuple nandais, c'est un peuple qui est allé pendant des campagnes de 6 mois pour chasser, il faisait des viandes vulcaniques, il les ramenait. Il y a des oncles qui venaient de l'Ouganda qui sont partis chasser sur le mont de Rwenzori, on parle de Umugongo Wanyoka. Donc on est passé sur le dos du serpent, parce que le Rwenzori du dragon, ça ressemblait à un dragon, et ils partaient de l'autre côté du dos du dragon pour chasser. Et du jour au lendemain, les uns ont été ougandais, les autres congolais. Mais voilà, Kinshasa prend tout. La Constitution prévoit que les provinces gardent 40% de leur argent et renvoient 60%. Mais Kinshasa a mis la pression, ils ont dit non, renvoyez les 100% et nous on va faire la rétrocession. Mais la rétrocession n'a jamais dépassé 10% dans aucune province. Et les provinces, comment elles vont avancer? Mais si on faisait ce fédéralisme-là, ça va être le premier pas pour un vrai développement de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ça que moi je soutiens. Finalement, la réforme constitutionnelle du DPS est fondée. Mais non, mais ce ne sont pas pour les mêmes causes. Si on fait une réforme pour le fédéralisme, c'est autre chose que de faire cette réforme-là pour que Félix se maintienne au pouvoir. C'est que veut Félix Tshisekedi Sabane, c'est juste rester au pouvoir. C'est son dernier mandat normalement. Mais le gars, il agit comme si c'était comme s'il n'avait jamais eu d'ailleurs même des mandats. Donc c'est pour 2 raisons différentes. C'est pour des raisons complètement différentes. Et ça, on va le faire en plus après d'avoir fait tabula rasa. Ce n'est pas un truc qui va se faire comme ça. Donc Félix part. Allez, peut-être transition, et après la transition, on dit ok, on soumet un référendum, est-ce qu'on passe, on revient sur notre premier modèle, et voilà quoi. Et à ce moment-là, vous allez voir comment le Congo va être un géant. Moi, Louis Michel, dont je parle ici, m'a dit qu'en 5 ans, avec des bons dirigeants, la RDC ont rattrapé l'Afrique du Sud. En 10 ans, on devenait une première puissance africaine. Et c'est possible, si on a des bons dirigeants qui ne pensent pas qu'à leur ventre. Voilà. Et avec ça, la prospérité sera pour nous tous. On sera libre. Moi, j'ai toujours dit, moi, je me réveiller le matin, prendre mon petit déjeuner. Je suis à Kigali, je prends un petit déjeuner. Je prends ma voiture. À midi, je mange à Butembo la nourriture de mes ancêtres. Et les soirs, je suis à Kisangani, je mange un gros poisson. Ça sera possible, cette intégration régionale. Mon cher frère Katsova, terminons ces belles minutes par une question que je dirais à la rwandaise. Notre gouvernement, même si je veux, nous autres Rwandais, on est décidés, on est prêt à tout faire contre les FDR. À Kinshasa, on dit que c'est un faux alibi, que ce qui nous intéresse le plus, ce sont les minerais de l'Est de la RDC. Tu vis là-bas, tu es né là-bas, tu es gomatracien. Est-ce que Karl Rwanda dit que les FDR représentent une menace pour la sécurité des Rwandais? Franchement, c'est un faux alibi. Honnêtement, il y a un discours politique
et il y a la réalité. Et moi, je vais dire la réalité. Le discours politique, je comprends très bien. C'est que, vous savez, quand Félix est venu ici la première fois, quand il disait encore que le président Paul Kagame était son frère, il est parti au mémorial. Lui-même, il a écrit. On appelle cette période la période de lune de miel. De lune de miel, exactement. Lui-même, il a écrit que cela ne devrait plus jamais se répéter. S'il pensait les mots qu'il avait écrits là, il n'y a personne qui pourrait soutenir l'FDLR. L'FDLR, depuis des années, il gagne seulement en traitement, en exploitant les bois dans le parc du Virunga, il gagne 40 millions de dollars annuels. C'est une organisation bien structurée. Ils ont des représentations aux États-Unis, en Europe et partout. Ils sont dans plusieurs territoires. Parce que c'est ça là où on n'a jamais de la confusion. Ils disent, ok, les rapports disent que le Rwanda soutiendrait la FCM23. La FCM23 contrôle les Rutshuru. Et c'est là qu'il y a l'FDLR. Pourquoi ils ne les éliminent pas? Mais les FDLR sont dans plusieurs territoires. Ils étaient dans le territoire de Rutshuru, de Lubero, de Walikale. Ils sont au sud Kivu. Ils sont dans beaucoup de territoires. À Walikale, aujourd'hui encore, ils continuent à violer, à tuer des gens. Et certains se rendent encore. Et c'est dans les territoires de Lubero. La FCM23 ne contrôle pas tous les territoires de Lubero. Et ces gens, ils ont de l'argent. Ils gagnent 40 millions de dollars. Vous voyez voir les rapports de l'ICCN et de Virunga en traitant le bois, en faisant la braise, le makala qu'on utilise localement. Ils ont des lobbies, ils font des communiqués signés depuis Washington, depuis tout ça. Ils ont des représentations internationales. C'est une menace réelle. Et si les gens dormaient, mon frère, ils pourraient reprendre leur mission. Et vous savez que depuis que l'FDLR, et je trouve malhonnête que certains Congolais soutiennent l'FDLR, depuis qu'ils sont partis en RDC, ils ont tué plus de Congolais que de Rwandais. Ils faisaient les Boussendo. Tout le monde sait comment est-ce que ces gens-là pillaient. Ils ont tué des Congolais. Pourquoi les gens peuvent les soutenir? Laissez-les revenir ici, faire face à leurs crimes et qu'ils fassent face. Et après, ils vont être réintégrés. Il y a un programme qui existe ici, de réinsertion et tout ça. Tu vois. Donc je ne comprends pas comment on peut soutenir ces gens. La menace, elle est réelle. Si la communauté internationale... Bon, déjà, vous, le Rwanda, c'est le pays le plus concerné. Si vous dormez, vous allez, on n'est pas loin de revivre la même tragédie, mon ami. Ne vous en faites pas, on ne va pas dormir. Il n'y a personne qui... Ouais. Et puis, toute la communauté internationale devrait, normalement, toute personne pensante devrait dire, ça, ce n'est pas à soutenir. Parce que le risque, il est là. On voit les discours, comment ils s'enveniment. On le voit. Et puis, par après, juste pour conclure, je vais dire, en fait, les négociateurs congolais, qu'ils soient à Washington ou à Doha, ils ont reconnu qu'il y avait des FDLR qu'il fallait neutraliser. L'armée congolaise a fait un communiqué les appelant à se rendre. L'armée congolaise a jugé un officier pour collaboration avec l'FDLR. L'armée congolaise, en plus, là récemment, ils ont lancé à Kisangani, il y a 2 semaines, une mission de neutralisation des FDLR. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont là. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un faux alibi? C'est que j'ai dit que ça, c'est un discours politique, que les gens disent que l'FDLR, c'est le coltan, ce sont les minerais, c'est tout ça. Mais honnêtement, cette menace-là, elle est là. Et comme je l'ai dit en début de cette émission, de cet échange, 30 ans n'y change rien. Une idéologie, elle peut aller au-delà. Parce qu'il faut voir, même aussi en Europe, aussi, le néonazisme existe. Il y a encore des gens qui continuent à s'identifier à Hitler. Il y a des jeunes qui font des tueries de masse aux États-Unis en faisant les saluts hitlériens. Donc ce sont des luttes, c'est une vigilance qui doit continuer. Et dans le meilleur des mondes, pour plus tard, je vais conclure par là, je serai sécurisé quand tous nos pays vont se sécuriser. Quand j'étais avec votre ministre Olivier à Paris, je lui ai dit, pourquoi est-ce que nous, on n'en arrive pas là? On est East African Community. En Europe, l'espace Schengen, ils s'autoprotègent tous. Tu circules, en fait, tu ne sais pas quand est-ce que tu as quitté la frontière, la France pour la Belgique. Il n'y a pas de frontière. Nous, il faudrait qu'on en arrive aussi là, dans l'East African Community. Que je quitte le Burundi le matin sans payer des taxes libres, la vraie libre circulation des peuples et des biens. Quand ça va arriver, quand on va tous se protéger, quand on sait que la menace de l'un est ma menace à moi, on va prospérer. Notre région va prospérer. Et je pense qu'on va y arriver. C'est nous, cette génération-ci, qui allons faire que ça arrive. Les frères, les Rwandais sont des frères, les Burundais sont des frères, les Tanzaniens sont des frères, les Kenyans sont des frères. Toute cette East African Community, les Soudan du Sud, tous ensemble. Et on va voir la puissance que nous allons devenir ici. Le Rwanda est mort une fois, pas la deuxième. Ce sont les propos de son Excellence le Président de la République du Rwanda,
Paul Kagame. C'était le 7 avril 2026. Je ne peux pas assez décrire comment ce temps, ces minutes dont je viens de partager avec vous, M. Kassoува, C'est un plaisir. les unes des minutes les plus précieuses Merci. dont j'ai partagé avec quelqu'un pour cette année. Merci beaucoup. Comme tu me l'as promis, c'est la première, mais pas du Pas tout surtout la la dernière dernière. Non. On est de cœur avec vous. Votre situation, c'est la nôtre. Vous êtes nos voisins. On espère qu'un jour, la paix régnera dans notre région, avec surtout les efforts différents dont doivent fournir toute personne concernée. Oui, en effet. On ne vous souhaite que de quoi? De bonheur. On ne vous souhaite que la paix qui dure. On ne vous souhaite que un bon retour à Goma ou partout. Je sais que tu es citoyen global. Du monde. Et surtout, personnellement, je vous souhaite du bien et un meilleur avenir avec vous et votre et notre moi Mikasa. Merci Asante beaucoup. sana, murakoze Et surtout, Eh. saluer un certain Ghost. Ah, Wembe, Steve, Vous aussi, le confrère. vous aussi, franchement, le voulant ou pas, inconsciemment ou consciemment, vous faites partie de la lutte. On vous insulte, on vous massacre, on le voit, mais vous restez, vous défendez la vérité. Peut-être le futur va prouver comment vous avez choisi le bon côté. Notre métier n'a jamais été facile. Vous le savez très bien. Oui, Que Dieu vous garde, mon frère. Sophie, un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Asante sana. Ndazagaruka. Ok, uzagaruke karibu. Merci beaucoup. Ok.